Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir. Je suis Serge Alain Autou pour le décryptage quotidien de l'actualité. 8 et 6, tels sont les deux chiffres qui reviennent dans les conversations des Camerounais depuis l'annonce hier, en fin d'après-midi, de l'existence d'un nouveau top management à la tête du transporteur aérien national. En 8 années d'existence, seulement 6 managers se sont succédés à la tête de l'étoile du Cameroun, 2 Européens et 4 nationaux. Depuis Frédéric Boto-Edimo, le premier Camerounais à occuper ce poste, le 2 septembre 2013, de Frédéric Boto-Edimo, je disais donc, à Louis-Georges Ndipendi Kotou, hier 27 mai, Cameroun Airlines Corporation n'est jamais véritablement sorti de la zone de turbulence. Toute chose qui conduit l'État du Cameroun, actionnaire principal, à penser à un plan de restructuration à hauteur de 45 milliards de francs CFA. Rien n'a véritablement bougé et depuis le début de l'année, c'est le crash. 2 aéronefs sur les 6 que compte Camerco sont en exploitation. Un MA-60 et le bombardier Q-400. Annuler les vols à Camerco devient banal. La compagnie est surendettée. Le personnel réclame 3 mois d'arriérés de salaire et menace de faire grève. Camerco, est-ce un problème de management? Madame, monsieur, c'est le fait du jour. Camerco, est-ce un problème de management? Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Georges Sémé. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Autou. Bonsoir à tous les téléspectateurs de votre plateau. Voilà, Georges Sémé, tout le temps, hein, chaque fois que je vous ai invité ici, vous avez toujours quelque chose à dire sur Camerco. Vous attendiez à ce qui s'est passé hier? Écoutez, dans mon métier de journaliste, j'ai commis plusieurs papiers sur Camerco depuis 2011, oui. Date de sa mise en activité. Et j'ai suivi ce processus de bout en bout jusqu'aujourd'hui où on a vu finalement l'éviction d'Ernest Dikoum en tant que directeur général de cette entreprise. Donc je crois que c'est un sujet que je maîtrise parfaitement. D'abord parce que je suis journaliste et il faut aller à la quête de l'information. J'espère que dans le cadre de cette émission, j'apporterai d'amples informations sur le sujet que vous avez retenu aujourd'hui. C'est pourquoi vous êtes là, Georges Sémé. En face de vous, Charles Elisan, bonsoir. Bonsoir, Serge-Alain. Vous connaissez bien cette maison? Oui, bien avant. Oui, je connais, bon. La maison Camer? Pas parfaitement, oui, je connais la maison Camer, je connais la maison Camerco. Pour y avoir fait des stages, un stage du pré-emploi, pour y avoir fait des études pour la soutenance d'une thèse. Oui. Parce que c'était à un moment donné le fleuron. Ouais. Ça, c'est pour parler de Camer? Pas de Camer. Oui. Bon, maintenant, Camerco, j'ai des entrées à Camerco à travers toujours le suivi. Vous savez, nous qui avons cette volonté de faire voir évoluer les choses dans le pays, nous devons nous impliquer dans la gestion des entreprises publiques, parapubliques et même privées de notre pays. Et j'ai beaucoup d'informations concernant Camerco que je voulais mettre ici à la diligence des téléspectateurs qui nous suivent. Voilà, en face de vous, Charles Mombemouimé. Bonsoir, Charles. Bonsoir, Serge Alain. On ne parle pas de sport, hein, Charles? C'est que vous êtes... Je suis un citoyen camerounais, donc voilà. Je peux m'intéresser à ce qui se passe en dehors du foot. Justement. Et bien même, hein, Charles? Oui, les gens me connaissent plus sur l'étiquette de foot, mais bon, ils ne savent pas que... Vous êtes consultant en communication et... En marketing, oui. Okay. C'est vrai. Donc, Charles, dites-moi. Ce qui s'est passé hier vous a surpris? Oui. Ah, vous étiez surpris? Oui, j'ai été surpris, il faut l'avouer. Mais en même temps que j'ai été surpris, j'ai compris le sens de la sortie du directeur général de la Camer chez vos concurrents de Canal 2, la Reine. Oui. Parce que je m'étais demandé après cette émission quel message il voulait passer, qu'est-ce qu'il était venu faire. Parce que après son passage, une semaine après, on nous a annoncé que d'autres avions sont plus hauts au sol. Mais comment le DG vient annoncer un message d'espoir? Il dit que les choses vont marcher, que ça va aller, et que moins d'une semaine plus tard, qu'est-ce qu'il était venu faire? C'est pour ça que j'ai été surpris hier, parce que je ne m'attendais pas du tout, après cette sortie-là, à ce qu'il sorte, qu'il quitte son poste aussi vite. Mais j'ai compris que
c'était peut-être un appel à l'aide sur Canal. Il venait lancer un cri de cœur. Oui, il venait nous prendre à témoin. Il venait peut-être prendre le peuple, les populations, les citoyens, en leur disant, messieurs, écoutez, je fais ce que je peux, j'essaye, mais voici les goulots d'étranglement, voici, mais l'avenir est radieux, je peux vous amener vers cet avenir-là, mais il y a des contingents. Je crois que c'est ce qu'il était venu nous dire. Il était venu nous prendre à témoin, sentant que il y a du roussi dans ses relations, etc. C'est hier simplement que j'ai compris que il n'était plus très en position de grand confort au niveau de la caméra, et certainement c'était un cri de détresse. Malheureusement, personnellement, je ne l'avais pas décodé comme ça. C'est hier que je l'ai compris. Voilà, Charles Elisan, lorsque il arrive à Dikoum, à la tête de Camer, nous sommes en 2016, tout le monde a brandi le CV d'Ernest Dikoum. On se dit que, voilà, enfin, peut-être l'homme de la situation. Oui, c'est vrai que son CV parlait pour lui. Il a fait de son parcours à Émirate. Il faisait de lui, disons, le candidat idéal, l'Oiseau-Ra dans la shortlist, ceux qui pouvaient diriger cette compagnie. Et il a trouvé une compagnie endettée, il a trouvé une compagnie surendettée, il a trouvé une compagnie qui avait sa manière de fonctionner, qui n'était pas normale au vu des standards internationaux d'une compagnie aérienne. Ernest Dikoum est venu avec sa manière de faire les choses. Ce que je voudrais dire ici, c'est que le fait que Ernest Dikoum soit parti comme directeur général de Cameco et qu'on ait mis une autre personne ne semble pas forcément être un licenciement. Ça peut aussi être une nouvelle vision managériale que lui ne comprenait pas, qu'il n'épousait pas. Il fallait donc de nouvelles personnes pour animer cela. Je fais partie de ceux qui pensent que, comme en droit administratif, comme en sciences de gestion, on ne remplace pas ceux qui sont partis, on leur succède. Ernest Dikoum a un bilan avec lui qui peut variablement parler pour lui, et les autres qui arrivent vont suivre le travail. C'est juste que la grosse masse, c'est-à-dire le premier facteur de l'entreprise qui est le capital humain, cela ne le suivait plus. Parce que quand vous avez tous les syndicats de la compagnie qui décident de faire observer une grève, ça veut dire que la vision du manager principal que vous ne donne plus. Il faut peut-être revoir le casting des hommes et ce qui s'est passé hier. Ok. Il nous a rejoint sur ce plateau, ce grand homme du journalisme. On l'admirait lorsqu'on était petit, surtout lorsque le président lui a dit il suffit d'un coup de tête et tout va se passer. Je reçois sur ce plateau, c'est un honneur pour nous, pour la première fois, sur le plateau Equinoxois, Éric Tchindjé. You're welcome, sir. Thank you very much. Merci beaucoup. Voilà, Éric Tchindjé, vous avez appris, vous êtes Camerounais, vous avez connu Camer et vous connaissez ce qui se passe depuis un certain temps à Camerco. Pour vous, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui peut faire qu'une compagnie aérienne fonctionne normalement? Vous qui avez vécu longtemps, vous qui êtes du côté des États-Unis. Pourquoi ça marche là-bas? Certains. Peut-être le gouvernement. Le gouvernement. Pourquoi pas? Le public, le secteur public. Oui. C'est très très difficile de gérer une compagnie aérienne dans le secteur public. C'est une affaire du privé? Le privé impose certains modes de gouvernance. Oui. Enfin, je n'ai pas eu la chance, je devais rencontrer mon petit frère Ernest Dikoum aujourd'hui, oui. Mais malheureusement, il était à Yaoundé, le temps de revenir. Non, enfin, malgré tout cela, on devait toujours se voir. Mais j'étais en réunion, je reviens d'une réunion avec le cardinal Tumi et je n'ai pas pu rencontrer Ernest. J'aurais bien voulu savoir exactement ce qui s'est passé lors de son passage à la Camerco. Mais je suis sûr que même celui qui vient d'arriver, le nouveau, aura toujours les mêmes problèmes. Moi, je crois qu'il faut privatiser Camerco. Si ça reste qu'à 51%, 51%. Pour ouvrir le capital. Oui. Vendre les actions de la Camerco à peut-être jusqu'à 50,
55. On parle toujours de fierté nationale, Éric. Oh, laissons tout ça. Ça n'a jamais été le mode d'opération, n'est-ce pas, d'une compagnie aérienne. Non, laissons tout ça. Nous voulons une compagnie aérienne qui porte le drapeau du Cameroun. Regardez, par exemple, Ethiopian Airlines, Kenya Airways, toutes ces compagnies, tant qu'ils restent entre les mains de l'État, des fonctionnaires, ça a du mal à tourner. Okay. Donc moi j'espère qu'à un moment donné, j'aurais bien voulu avoir le point de vue de M. Enes Dikoum et ceux qui sont passés avant lui, mais je crois qu'à un moment donné, il va falloir qu'on regarde la réalité en face et qu'on prenne les mesures. La réalité, c'est laquelle? C'est quoi le véritable? C'est très compétitif. Oui, le secteur. Ce secteur-là, très, très compétitif. Et c'est pas celui qui se lève le matin pour, n'est-ce pas? Même les privés qui se sont lancés dans ce secteur ont aussi, il faut des techniciens, il faut des gens qui savent, mais il faut surtout des règles du jeu qui respectent un certain nombre de critères. Oui. Et c'est très très difficile. Air France a du mal. Air France qui est resté en grande partie entre les mains de la fonction publique. C'est très difficile. Il a fallu... Air France est mis avec KLM. Absolument. Donc, c'est largement privatisé aujourd'hui. Oui. Et c'est là où ça commence vraiment à marcher. Ok. Jean Semé, pour vous, Enes Dikoum, pourquoi il part? Alors, d'abord, il faut commencer par dire que depuis 2016, les directeurs généraux qui se sont succédés à la tête de la Camarco venaient appliquer un plan de redressement qui avait été validé par le président de la République depuis 2016. Et ce n'est que à partir de cette vision, de ce plan de redressement, qu'ils arrimaient leur vision managériale. Et je crois que aujourd'hui, si Enes Dikoum est parti, on ne peut pas lui imputer à lui tout seul la faute de la déliquescence de Camarco. Il y a eu avant lui Frédéric Motoedimo. Oui, après Frédéric Motoedimo, il y a eu Nana Sanjo. Après Nana Sanjo, on a connu Enes Dikoum. Ça, c'est les postes de directeurs généraux. Mais en ce qui concerne les PCA, à l'époque, c'était, je crois, Akame Fumo qui était directeur général sous Motoedimo. Après, je crois, il y a eu Mefiero Omaro qui était ministre des Transports. Et aujourd'hui, c'est Louis-Georges Dipendi qui était président du conseil d'administration. Donc, je crois que si le manager est nommé en tant que directeur général, il vient avec ses capacités managériales, avec une vision. Mais cette vision est absorbée dans le plan de redressement de Boeing. Donc, on ne peut pas imputer la faute des mauvais résultats enregistrés par la Camarco seulement au directeur général. Il a peut-être une vision, mais il faut que cette vision cadre avec le plan de Boeing qui a été validé par l'État du Cameroun. Et vous savez que dans ce plan, c'est l'État du Cameroun qui est omnipotent, qui devrait mettre sur pied les moyens nécessaires pour appliquer la politique qui est entrevue par Boeing. Mais malheureusement, on s'est aperçu que, au final, le plan Boeing n'a même pas été exécuté à 20%. Et on va accuser les directeurs généraux. Non, je ne pense pas. La poire doit être coupée plus du côté de l'État qui n'a pas permis à ces directeurs généraux de manager l'entreprise comme il le fallait, que du côté des directeurs généraux qui sont venus avec une vision, mais une vision qui a été plutôt absorbée dans le plan de Boeing Consulting. Donc, Enes Dikoum est parti avec des résultats en récession. Lorsqu'on vise les résultats enregistrés au premier semestre 2019, il est plutôt en récession par rapport aux résultats enregistrés en 2018 parce que c'était extrêmement positif. On l'a rencontré, il a fait le bilan, les résultats étaient positifs, avec une flotte qui était brinque-ballant, mais les résultats étaient extrêmement positifs. Il est parti avec des résultats en récession, mais je pense que lorsqu'il faut faire le bilan entre la part de responsabilité entre les directeurs généraux ou les présidents du conseil d'administration et l'État, la balance pèse plutôt du côté de l'État qui devrait mettre les moyens pour que le plan de Boeing de 2016 soit appliqué. Éric Tchétché, je reviens à vous. On a une flotte de 6 aéronefs. Il y a le Q400, le bombardier, le dernier arrivé. Vous avez 2 MA60, vous avez 2 Boeing 737. Les 2 Boeing sont ici, sont là, personne, ça ne bouge pas, on ne les exploite pas, ils sont là. Le Q400, c'est lui qui se débrouille à faire quelques trucs. Un MA60 est aussi immobilisé, donc on n'a que 2 avions. Comment on peut réussir lorsqu'on n'a que 2 appareils? Je ne vois pas comment on peut réussir. Enfin,
Écoutez, est-ce que le problème c'est dans Dikoum? Non, pas du tout. Oui. Je l'ai dit. Oui. Je crois que c'est un très bon. Pourquoi c'est un technicien de voilà, par rapport à son CV. Donc il n'y a rien à redire sur le DG. Et je vous jure, donner cette compagnie telle qu'elle est en ce moment à, je sais pas moi, Richard Branson, il aura les mêmes résultats. La compagnie va tomber en faillite. Et Dikoum a eu tort d'accepter ce challenge? Il aurait dû, à mon avis, imposer un certain nombre de conditions avant d'accepter. Et celui qui le prend maintenant, enfin d'ici 2 ans, 3 ans, on va arriver au même résultat. C'est sûr. Notre problème ici, c'est qu'on aime trop voiler la France. Ouais. On aime trop faire ça. Il y a des règles du jeu. Il n'y a rien à faire. Dans 3 ans. C'est pas sorcier, hein? Non, pas du tout. C'est pas, comment on dit en anglais, rocket science. Non, pas du tout. Suivant les règles. Et étant donné, n'est-ce pas, le niveau de compétitivité dans le secteur, c'est impossible pour la Cameco de décoller dans la situation dans laquelle elle se retrouve aujourd'hui. Très difficile, presque impossible. Presque impossible. Privatisons cette histoire-là. Cherchons les moyens nécessaires. Parce que je crois qu'il faut que si le Rwanda peut opérer, n'est-ce pas, une compagnie aérienne et que ça marche, c'est pas le Cameroun, un pays qui a les meilleurs pilotes, qui a les meilleurs techniciens. Je me souviens bien de Cameco, de Cameroun Airlines, quand ça tournait, que je le commandant Ngounou, hein? Absolument, des grands pilotes qui sont un peu partout à travers le monde aujourd'hui. Non, le Cameroun peut opérer, s'il vous plaît, une compagnie aérienne et faire en sorte que ça marche. Ça ne marche pas aujourd'hui parce que le gouvernement continue à avoir la même mise sur cette histoire. Ça n'ira nulle part. Je suis désolé pour celui qui vient d'arriver, mais bon, je le souhaite pas toute la chance au monde, hein, mais il aura la main sur la quand même, il est TPCA, il connaît un peu la maison. Il connaît très bien. Ferons tout pour l'aider. Mais je crois quand même qu'il doit... Laissons-le... Il faut qu'on lui donne la possibilité de dire la vérité à ceux qui... Enfin, je ne sais pas qui est le PCA, je ne sais pas... Si c'est le ministre Ngoulet qui est le PCA. Enfin, j'espère que ministre des Transports. Si lui ne peut pas dire la vérité au ministre, hein, j'espère que j'aurai l'occasion, monsieur le ministre, de vous voir et de vous dire la vérité. Mais aidons ce pays. On a besoin d'une compagnie aérienne camerounaise qui porte notre drapeau haut et loin. Ok. Dites-moi, Charles, pour vous aussi, la solution passe par la privatisation? Vous savez, on a privatisé l'électricité au Cameroun. Hein? Oui. Ça marche très bien. Vous en avez l'impression? Faut dire... On a privatisé le transport ferroviaire. Oui. C'est reluisant. La privatisation n'est pas une solution. Le management a des règles, qu'il soit public ou privé. Quand il s'agit d'une entreprise, on parle management. C'est une science. Et cette science-là a ceci qu'elle exige de la rigueur. Ouais. Et plus l'entreprise est complexe, plus vous devez être attentif parce que ça exige beaucoup plus de rigueur encore. Et tout le monde sait qu'une compagnie aérienne est l'une des entreprises les plus complexes. Vous savez, demandez à un comptable. Il va vous dire, oui, j'étais comptable dans le cacao, mais depuis que je suis arrivé aux assurances, c'est pas évident, les assurances, la comptabilité, à la banque, mais c'est pas possible, c'est pas la même comptabilité. Le transport aérien est un domaine à très haut risque. Le risque est tellement élevé que c'est un domaine de très grande précision. C'est-à-dire qu'on ne joue pas les écarts, nos petites complaisances. Ça ne marche pas dans de tels domaines parce que dès qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, et c'est organisé mondialement. C'est-à-dire cette affaire-là est un petit peu comme l'Église catholique. Hein, ils ont leur Vatican, ils ont le truc au niveau du transport aérien. C'est des gens qui veillent, qui surveillent que les normes sont systématiquement respectées. Parce qu'un avion dans nos airs ici, s'il tombe, il tombe sur nous, Camerounais, même s'il est équato-guinéen, qu'il soit australien, il va tomber sur nous. Donc nous avons
à exiger de cette compagnie que, monsieur, si vous voulez entrer dans notre pays, voici les règles. C'est comme ça que ça fonctionne. Or, quel est le gros problème au Cameroun aujourd'hui? C'est l'absence de rigueur. Dites-moi où est-ce qu'il y a la rigueur quand vous vous amusez à être complaisant. Les tolérances administratives, les tolérances à ceci. Le transport aérien ne peut pas supporter cela. Maintenant, quand vous parlez du manager, oui, pour moi, il est en faute. Qu'est-ce qu'un manager? Quand il vient prendre la compagnie, il ne la prend pas et puis il s'en va le soir. Il dit, monsieur, s'il vous plaît, ok, asseyons-nous. Vous avez dit que quelle est la situation? Monsieur, voici la situation. Voici ce que nous attendons de vous. Ok, donnez-moi 24 heures, donnez-moi 48 heures, je vais en discuter, je vois comment on va travailler. Et tu reviens, tu leur dis, ok, je peux prendre à condition que... Vous m'avez dit que vous avez un plan de 60 milliards, oui, où est-ce qu'ils sont? Dans quel On a réduit à 45 milliards. Oui, dans quelles conditions ces 45 milliards? Est-ce que je peux les mobiliser? Évidemment, sous le contrôle du conseil d'administration, etc. On dit que c'est une entreprise de l'État. Oui. Qui défend l'État du Cameroun aujourd'hui? Personne. Tous ceux qui travaillent à l'État défendent leurs intérêts particuliers. Or, l'État étant actionnaire principal, quasiment unique, il faut des gens au conseil d'administration qui le défendent. Moi, j'ai eu les poils hérissés hier. Quand le PCA, qui devient DG, dit à la télé, dit en interview, bon, j'étais un peu loin, maintenant, quand je vais être à l'exploitation, je vais regarder de près. Un PCA qui est un peu loin, dans une compagnie aérienne, c'est grave. C'est pour ça que je dis que la rigueur, en 82, c'était le leitmotiv. Rigueur, même quand les Joujou l'a chanté. Rigueur, rigueur. Nous nous sommes tous dit, ok, maintenant, fini la complaisance. Mais voilà le domaine du management. On ne badine pas avec la rigueur. Dès que vous badinez, vous tombez. Et puis maintenant, il y a les objectifs. Je termine par là. On nous a souvent dit, pour ceux qui ont fait quelques études de gestion, que, ben écoutez, quand vous faites une entreprise publique, vous pouvez décider que vous ne faites pas de bénéfices, hein, que c'est purement social. À ce moment-là, vous n'allez pas exiger au directeur général de faire des bénéfices, vous savez que vous allez renflouer. Et à l'époque, il y avait plein de subventions qui comblaient la sauture, etc. C'est les subventions qui comblaient pour que nous puissions payer le bus à 35 francs. C'est l'État donnait quelque chose, puisque les 35 francs ne pouvaient pas supporter la sauture. Maintenant, à un moment donné, si vous décidez que vous ne subventionnez plus, qu'est-ce que ça suppose? Même si l'entreprise est devenue publique, elle doit faire du bénéfice. Elle doit être au point mort pour supporter ses charges. Mais qu'est-ce que vous faites pour cela? Vous continuez la complaisance. Je termine définitivement en vous disant que, pour moi, Cameco est mal né. On est sorti d'une longue expérience. Je pensais que l'expérience servait de leçon pour ne plus trébucher, pour ne plus tomber. On a refait exactement les mêmes choses que pour Camer. Il faut qu'on se rende dans les... Camer à la fin. Parce que oui, depuis le début, on a eu des illusions. Oui. Vous savez, il y a des moments où vous avez des illusions de fonctionnement. Mais le manager ne prend pas les illusions en compte. Lui, il est dans la réalité, dans le factuel. Les chiffres sont devant lui, la comptabilité est devant lui. Les partenaires ont des exigences, c'est devant lui. Lui, nous, on est enthousiastes. Oui, on le voit voler, l'avion est plein. Lui, il a d'autres critères qui regardent. Dans cet avion plein, il y a combien de personnes qui n'ont pas payé? Nous, on est contents. Qu'on a vu Camer atterrir, oui, l'avion camerounais, 300 personnes, 250 personnes, oui. Mais là-dedans, vous avez 150 qui n'ont pas payé. Il y a des machines, des marchandises à la soute, on ne regarde plus les kilos. Vous vous souvenez d'un des voyages des lieux indomptables où le pilote a refusé de décoller parce que les gens sont allés faire leurs emplettes en France. Je crois que c'était à la Coupe des Confédérations, après la Coupe des Confédérations. Il est arrivé, on l'attendait à Yaoundé à 17h, il est arrivé à 23h. C'est parce que les gens revenaient avec des salons, des téléviseurs, ils sont allés au football pour acheter des salons et des livings. C'est pour ça que je dis rigueur. Vous passez à côté, vous ne pouvez pas avoir une compagnie aérienne. Et le Cameroun aujourd'hui, il y a tout, sauf la rigueur. Maintenant, je suis, je reprends la parole pour d'abord m'excuser parce que je ne suis pas du secteur. Deuxièmement, pour dire que je suis entièrement d'accord avec Charles. Oui. Il ne s'agit vraiment pas de la privatisation. Oui. Mais pourquoi, quand on parle de la privatisation, parce qu'on croit que le privé est beaucoup plus rigoureux, n'est-ce pas, quand il s'agit qu'un fonctionnaire. Absolument, qu'un fonctionnaire. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, donc, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a dit. Charles, et vous?
Oui. Faut privatiser? Non, non. Faut pas privatiser? Non, pas forcément. Faut laisser toujours entre les mains des fonctionnaires? Non, non, le fait de dire fonctionnaire veut forcément dire que ça ne va pas marcher. Je ne veux pas qu'on aille sur cet angle de vue. Il y a un plan de relance et de restructuration qui a été mis en place par Boeing. Oui. Dans sa partie experte qu'on appelle Boeing Consulting. À moins qu'on ne veuille faire de la sélection, d'indignation sélective, nous n'allons pas dire ici que Boeing Consulting n'est pas quand même du menu fretin. C'est du top dans ce qui concerne le management des compagnies aériennes. À partir du moment où Boeing Consulting a déposé sur la table un plan de relance et de restructuration de Cameco, et que le partenaire technique Ethiopian Airlines a validé, et que notre co-partenaire technique Cameroun a validé, ce plan mis en route, mis en branle, mis en musique, donne les résultats qu'il faut. Monsieur Enes Dikoum a commencé à mettre cela en branle au début de sa nomination. Oui. On a eu les résultats qu'on a eu. Il faut dire, comme je l'ai dit ici, monsieur Enes Dikoum n'est pas parti peut-être parce qu'il a eu les mauvais résultats. Quelques chiffres, Charles. Par exemple, il est passé de 6 000 passagers à 32 000 passagers. On est parti d'une dette de moins de 6 milliards à 12 milliards de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, ça a augmenté. Mais à un moment donné, il y a eu blocus. Est-ce qu'il est normal, par exemple, que dans une entreprise qui a 6 avions dans sa flotte, qu'il y ait 2 qui fonctionnent et qu'il y ait un seul qui soit en train de voler parce qu'il y a un seul commandant de bord. Mais il y a un seul équipage. Pourquoi? Le ministère des Finances a été victime. C'est un problème. Oui. Et ça ne concerne pas le gouvernement du Cameroun, ça ne me concerne pas, ça concerne celui qui gère l'entreprise. C'est lui qui décide en tant que dirigeant responsable de l'entreprise de mettre en place les équipes qu'il faut pour les avions qu'il faut. La deuxième chose, nous avons 2 Dreamliners achetés. Pourquoi ils ne reviennent pas au pays? La troisième chose, le copartenaire technique Ethiopian Airlines menace de ne plus nous servir, menace de ne plus travailler avec nous parce que nous avons une dette colossale envers ces partenaires. Pourquoi? Il y a un problème. Le must dans ça, c'est, vous savez, dans une entreprise, c'est comme à la maison. Je dis souvent que papa est comme le chef d'entreprise dans une maison, maman est son copartenaire, les enfants sont comme ceux qu'on doit gérer, parce qu'à la fin du mois, on doit avoir un résultat. Le manager, à un moment donné, a besoin de ses partenaires pour travailler, pour que l'entreprise vole. À partir du moment où le plan de situation ne passait plus, quand on parle du gouvernement, le gouvernement aussi est là comme actionnaire. Malgré que le gouvernement soit le seul actionnaire, il met de l'argent pour qu'il y ait des retombées plus tard. Quand le gouvernement voit dans votre gestion chaotique des choses que ça ne peut plus marcher, le gouvernement est en droit d'hésiter à y mettre son argent. Parce que les Camerounais ont des comptes, et le gouvernement a des comptes à rendre aux Camerounais. Mais quel est ce gouffre financier? Quel est ce tourner de danaïdes où vous versez de l'argent? On veut bien savoir sa part. Et quand il n'y a pas une vision claire à long terme, à court terme et à moyen terme, on est en droit de changer l'équipe. Et c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, quand le nouveau directeur général, qui était PCA, dit que maintenant il est arrivé, ne prenons pas ça au premier degré, c'est qu'en tant que PCA, il n'avait pas la main opérationnelle pour diriger l'entreprise, il avait la main de gestion et de regard pour valider les comptes administratifs. Maintenant, en tant que directeur général, c'est lui qui a l'entreprise dans ses mains pour dire. Monsieur Dipendi n'aura plus à nous dire qu'il n'est que PCA. Il est le directeur général, on lui nous donnera les comptes. Le numéro 2 qui le suit, technicien de haut vol, qui a connu ta mère, qui a connu maintenant Cameco, qui est passé par le directeur de l'exploitation, directeur technique, conseiller technique, directeur des systèmes d'information. Vraiment, moi je pense qu'aujourd'hui, on a mis les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Qu'on arrête un peu de faire de procès d'intention, donnons-leur le temps. Le plan de Boeing va sur 7 ans. On a épuré 3 ans, je crois. Attendons les 4 prochaines années. Et je suis certain, comme j'avais foi à la CNPS à un moment donné, où est Tech Brinkebalan, aujourd'hui qu'on a une entreprise qui renfloue les caisses de l'État, qui est même prêt à financer l'État, qui est même prêt à déposer de l'argent dans les banques quand on fait des emplois obligataires et des émissions de bons de trésor, Cameco aura ce nouveau visage-là, donne le temps de faire les choses. Le plan de relance est là. Le point focal d'Ethiopian Airlines avec Cameco, Ethiopian est d'accord de nouvelle équipe management qu'on a mise en place, donnant le temps de travailler, ils vont travailler. Et je suis certain, je ne vais pas contredire mon grand frère, je peux lui dire que monsieur le de la 4 ans, nous allons voler avec l'Amérique. Je suis certain. Absolument, je l'espère. Oui, Jean Semé, on veut un peu comprendre. Oui. Comment ça se fait que le PCA devienne directeur général? D'abord, permettez que je réagisse sur quelques propos qui ont été dits sur ce plateau. On a l'impression de confondre
privatisation et ouverture du capital au privé. La privatisation, ça veut dire que le privé devient actionnaire majoritaire. Et je crois que l'idée du doyen Éric Chindjé, c'était qu'on ouvre le capital de la Cameco au privé. Voilà, je pense que je suis de ceux qui pensent que, évidemment, il faut ouvrir le capital de Cameco au privé pour que l'État, actionnaire unique, ne soit plus actionnaire unique, parce que c'est le pauvre contribuable camerounais qui continue de trinquer. Alors, s'il y a une infusion de toute autre personne qui ne soit pas étatique, je crois que on va un tout petit peu souffler et les règles de la comptabilité vont changer. Et maintenant, sur oui, qu'une entreprise soit publique, parapublique ou privée, quand le taux de management ne reverse pas les prestations sociales à la CNPS, ce n'est pas pour j'étais encore sur la réaction de j'étais encore sur le qui indexe celui qui est parti, ce qui est les choses qui ne faisaient pas. Cela n'a pas avec la privatisation. Écoutez, j'étais encore sur la réaction qui ne respecte pas les engagements pris. Pour moi, il importe qu'on soit privatisé, de céder quelque part d'action publique au privé. Je peux être d'accord. Voilà. Donc, je crois que non seulement... Pardon. C'est pas ce qui a été fait pour la SONEL? Oui, je crois que c'était la privatisation. Non, confort privatisation et ouverture du capital au privé. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Franchement, ce n'est pas la même chose. Et maintenant, sur le plan de Boeing, sur le plan de Boeing Consulting, ce plan a été révisé sur proposition de M. Ernest Dikoum en 2017. Il a été révisé notamment sur les dessertes régionales. Il a obtenu de haute lutte cette révision. Et je pense qu'on ne peut pas totalement lui imputer le fait qu'il ne soit pas venu avec une autre vision managériale pour rehausser Cameco. C'est justement sa vision qu'il a mise en place qui ne donne plus les résultats. Non, je pense quand même qu'il faut lever certains points qui semblent perdre un peu celui qui nous suit. Et maintenant, sur la qualité de M. Dipendi, vous avez dit qu'il était PCA. D'abord, il était administrateur. Aujourd'hui, il est dans un cadre plus opérationnel. Mais ce qu'on ne perçoit pas, c'est que l'État a repris le contrôle total de la Cameco. Voilà. L'État a repris le contrôle total de la Cameco. Parce que, voilà, c'est le PCA, aujourd'hui, c'est le ministre des Transports. Tout à fait. Le ministre des Transports. Avant, il y avait, en 2011, il y avait M. Philemon Yam, qui était PCA. Après, je crois qu'il y a eu Méphile Omarou. Il était Premier ministre, hein. Qui n'a jamais été PCA, il était Méphile Omarou, qui était ministre délégué au transport, qui était propulsé au poste de PCA. Et aujourd'hui, c'est le ministre des Transports qui redevient PCA. Donc, ça veut dire que l'État s'est approprié aujourd'hui le contrôle total de la Cameco. Il n'a jamais lâché, c'est toujours total de la Cameco. C'est lui qui a toujours nommé les PCA. En ce qui concerne les PCA. Oui, ça c'est en ce qui concerne l'administration et les opérations. Parce que M. Dipendi, ce n'est pas un technicien. Il n'a pas besoin d'être technicien. Ce n'est pas un technicien de la chose. Mais l'adjoint est technicien. Donc, j'explique ici le passage de l'administrateur au poste opérationnel pour faire comprendre aux téléspectateurs et aux panélistes ici que l'État a repris le contrôle total de la Cameco. Et pourquoi Je ne parle pas des actions. Je parle de la gestion. Parce que Ernest Dikoum, comme Frédéric Baudedi, ils sont venus avec certaines visions qu'ils ont proposées. Quelques-unes des propositions ont été adoptées. Mais malheureusement, on a vu que Cameco reste toujours dans une quasi-banqueroute. Cette fois-ci, l'État veut avoir le contrôle total de la situation, non seulement en tant qu'administrateur, mais également en tant que gestionnaire. Et c'est la raison pour laquelle M. Dipendi a été placé à ce poste. Ça n'a jamais cessé d'être le cas, mon cher. Je parle de la gestion. C'est vrai que ça n'a jamais été le cas. Le président du conseil d'administration et les directeurs généraux, je me trompe, ont toujours été parce que par M. Dikoum a obtenu par sa vision la révision du plan Boeing. Voilà. Je comprends pas. Le plan Boeing, c'est... Oui, on pouvait l'appeler... Il n'est pas venu appliquer systématiquement le plan qui avait été proposé. Il est venu avec certaines visions qu'il a proposées et le plan a été amendé. C'est tout. Ok. J'ai là une contribution de Nounaï, entre autres. Il pense que l'objet, la raison principale pour que Cameco puisse, une des raisons, il en propose 6, c'est acquérir l'outil. L'outil ici, c'est les aéronefs. Tout à fait. Et pour acquérir l'outil, il faut quand même rappeler que le plan de Boeing avait prévu un passage jusqu'à 16 aéronefs. C'est-à-dire, en dehors de ce qui existait déjà, il fallait acquérir 9 autres aéronefs qui allaient porter le nombre à 16. On allait également accroître le nombre de destinations locales, régionales et intercontinentales. Elles allaient passer jusqu'à 27. Jusqu'à aujourd'hui, rien de cela n'était fait.
Pour la simple... Non, c'est à 12. C'est 12. Non, c'est 16. 12. Non, c'est 16. Le plan de relance, c'est 12. 27 destinations. Non, 23 destinations. Revoyez vos statistiques. Je revois, destinations. Je suis, on va dire, je suis en parle de mutation, air bricole. Et dans le air bricole, on dit ceci, le plan de relance, je suis en train de lire, le plan de relance prévoyait, c'est là. Ce n'est pas une panacée. Ça veut dire que vous ne comprenez pas ce que je dis. Non, ce n'est pas ça. Le plan initial disait 27 destinations. Le plan initial. Le plan Ernest Dikoum a obtenu la révision, je l'ai dit. Il a obtenu la révision sur les destinations. Vous n'avez pas compris. C'est 23 destinations. Actuellement, c'est 23 destinations. C'est pour ça que j'ai dit le plan prévoyait 27. Ah, prévoyait. Voilà, prévoyait 27 destinations. Pourquoi pas Ernest Dikoum 23. Oh là là. Ernest Dikoum, oh là là, monsieur Zam, calmez-vous. Vous n'avez pas suivi cette information. Il a obtenu en 2017 la révision du plan Boeing en ce qui concerne les destinations. C'est pour ça qu'elles sont passées à 23. C'est parce qu'il s'appelle Boeing qu'on s'accroche dessus. Parce que non, attendez, c'est pour vous dire que le manager. J'ai entendu des spécialistes du secteur. Oui. Je n'en suis pas un. Dire que ce plan Boeing n'a rien de spécial. Il est même mauvais. J'ai entendu les gens. Arrêtons avec notre complexe qui fait en sorte que... Sauf que c'est lui qui a été validé. Non, on n'est pas sur le jugement du plan. On n'est pas sur le jugement du plan. Je vous dis que le manager, si vous êtes un manager, on vous appelle dans une structure, on vous dit, on ne vous prend pas pour que vous fassiez votre vision. Mais voici la vision qui est contenue dans ce plan-ci. Quand vous l'acceptez, vous l'avez épousé, ce plan. Oui. C'est bien ce que ça veut dire. Alors, quand vous épousez le plan en question, qu'est-ce que vous avez à faire? C'est le suivre. Et le plan, c'est quoi? Le plan a des délais. Le plan a des étapes où il faut s'arrêter, faire le point, regarder si c'est bon avant de continuer. C'est comme un chantier. Les architectes et tout ça, il faut une réunion de chantier pour dire où est-ce qu'on en est, quel délai il nous reste. Et pendant que vous le faites en tant que manager, l'environnement général est en train de bouger. Les autres ne sont pas là statiques. C'est l'aîné Eric Tindje qui a dit tout à l'heure, c'est un domaine extrêmement concurrentiel. Et ce qui est navrant parfois, c'est que vous invitez dans la conception de vos plans des concurrents. Et moi, j'ai lu par exemple qu'il y a des destinations qui ont été éliminées qui risquent de gêner Emirates, l'entreprise d'où venait le directeur général. Vous comprenez? La concurrence peut faire en sorte que un plan soit biaisé parce que vous avez pris le concurrent pour vous aider à l'abattre. Encore qu'il avait un... C'est quand même difficile. Oui. Quand vous écoutez, vous faites porter le chapeau de la situation de Cameco à Ernest Dikoum. C'est lui le directeur général. Oui, c'est lui le directeur général. Mais interrogez-vous sur la responsabilité de l'État. C'est l'État qui a validé ce plan. Le conseil d'administration. C'est l'État qui a validé ce plan. Laissez-moi vous dire, il y a un aspect que vous ne connaissez pas. Il y a un aspect que vous ne connaissez pas. Le plan Boeing actuellement n'est même plus d'actualité puisqu'il y a eu des plans sous-jacents. Oui. Ok. Il y a des plans sous-jacents. Et il y a eu un conseil d'administration qui s'est tenu en avril. Laissez-moi vous dire. On vous dit pourquoi il est parti. Un conseil d'administration. Vous allez dire après. Je vous en prie. Est-ce que vous saviez qu'il y a un conseil d'administration qui... Je vous en prie, Georges. Où il est parti, il est revenu, même jour. Eric Tindje. Non, tout ce que je voulais dire, c'est que nous sommes là pour informer le public, aider le public à comprendre ce qui se passe. Et enfin, nous avons fait le tour de la table et je me demande bien si celui qui nous écoute a compris quelque chose. Essayons quand même de ramener ce débat, n'est-ce pas, à des points simples et clairs. Oui. Moi, je ne m'y connais pas trop. Je ne savais pas qu'on allait parler de ça aujourd'hui. Donc, je n'ai pas préparé mes idées, mais je crois quand même, puisque je voyage tout le temps. Voilà. Quand, déjà, pour entrer dans l'avion, on trouve des gens pas tout à fait agréables au niveau de l'aéroport, il y a un problème. Corrigeons cela. Oui. Donc, question de service. Qualité de service. Qualité de service. On entre dans l'avion, tout se passe bien, on atterrit de l'autre côté, c'est tant mieux. Est-ce qu'on est parti à temps? Voilà. Point d'interrogation. Est-ce que l'avion, enfin, est-ce qu'on est sûr de l'entretien de cet avion? Enfin, c'est des questions que les gens se posent. Donc,
moi, je crois que c'est pas, comme on a dit, c'est pas trop complexe, c'est pas le rocket science que je disais tout à l'heure. Donc, ça peut se faire au Cameroun. Nous pouvons gérer une compagnie aérienne au Cameroun. Il y a un certain nombre de points simples et clairs. Moi, quand j'ai parlé tout à l'heure, je me suis dit que quand une société appartient au gouvernement, très souvent, l'environnement que nous connaissons tous ne permet pas à ces sociétés de fonctionner de manière optimale. On l'a vu dans énormément de cas ici, que ce soit la SOTUC ou la CRTV fonctionne. La CRTV fonctionne bien. Le rôle de la CRTV ne dépend pas de l'argent que la CRTV fait. Il y a 2 directeurs généraux de CRTV en prison. Voilà. Donc, enfin, non, je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire. Mais Cameco, comme la SOTUC, dépend de l'argent. N'est-ce pas, que ces sociétés sont en mesure de produire. Et c'est ça que nous recherchons aujourd'hui. Si Ethiopian Airlines tombait en faillite régulièrement, ben, ils allaient fermer la boîte. Même chose avec Rwandair. Nous avons vu, même aujourd'hui, Kenya Airways a changé de directeur général, je crois que c'était hier. Et une fois de plus, c'est les actionnaires de Kenya Airlines qui ont exigé le départ de ce monsieur. Et puis, mais quand l'actionnaire, même dans un pays comme le Kenya, n'est que le gouvernement, je suis sûr que ce monsieur allait rester. Parce qu'il dépend de quoi? De sa puissance politique dans le système. C'est pour ça que j'ai dit non. La rigueur que Charles a évoqué tout à l'heure. Moi, je crois que c'est de ça qu'il s'agit en fait. Et puis, tout le reste, service, entretien des avions, respect de l'heure et tout ça, l'heure de départ et tout. C'est ça qu'il faut. Et moi, je suis sûr que si nous pouvons dégager la politique dont le gouvernement de la gestion d'une société comme la Camerco, je suis sûr que cette société peut... Mais c'est tout, parce que sur ce plateau, on semble dédonner complètement l'État de sa responsabilité. Au contraire. Si, quand vous écoutez, vous semblez dédonner l'État et faire porter le chapeau à l'État. Monsieur Séné, la responsabilité du gouvernement, c'est à 2 phases. La responsabilité du gouvernement, dans ce cas, c'est en tant qu'actionnaire, supporter l'entreprise dans son passif et dans son actif. Pour le moment, la Cameco ne fonctionne pas. L'État qui a accepté d'être le seul actionnaire doit renflouer les caisses de l'entreprise pour que cet argent serve à réinvestir dans l'entreprise. Laissez-moi, non, j'ai été sur terre. C'est vous qui me... Écoutez-moi pour me comprendre, pas pour me répondre. Donc, quand l'État baisse de l'argent à Cameco, c'est que le top management maintenant... Et il en a versé combien? J'y arrive. Dans le cas du plan de gestion. J'y arrive, justement, j'y arrive. Même pas 20% d'exécution. Depuis 2016. Si, c'est ça le problème. Laissez-moi parler. Vous ne voulez pas dire la vérité, c'est ça le problème. J'y arrive. C'est ça le problème. Donc, maintenant, quand l'État baisse de l'argent dans cette entreprise, cet argent doit servir à produire... Il a versé combien? À produire des services qui seront réinvestis dans le circuit normal de fonctionnement. Combien l'État a-t-il versé? Combien l'État a-t-il versé dans le cadre du plan de paix? Il a versé combien? Il a versé combien? On peut continuer. Non, vous n'avez pas la réponse. Je vais vous répondre. Allez-y donc. J'y arrive. Je vais vous répondre. Allez-y, il a versé combien? Je sais que vous êtes à sapeur-pompier sur monsieur, du coup, mais c'est pas non, pas du tout. On ne s'est jamais rencontré. Maintenant, ce que je vous fais comprendre, c'est que l'État a versé ce qu'il fallait verser. Pour le plan de relance. Ah, c'est un. Il a versé combien? Je vais vous répondre à la fin. Laissez-moi vous dire ce qui se passe. La deuxième chose, quand les syndicats, tous les syndicats de l'entreprise, veulent observer un mouvement de grève, ce n'est pas le gouvernement. Quand les employés ne sont plus motivés pour parler parce qu'ils ont 3 mois à aller, ce n'est pas le gouvernement. Quand on fait 12 milliards de chiffre d'affaires et qu'on ne veut pas payer les employés, ce n'est pas le gouvernement. Quand l'entreprise n'arrive plus à avoir les services cargo, ce n'est pas le gouvernement. Quand les avions sont cloués au sol parce que le partenaire technique, Ethiopian Airlines, ne veut plus travailler puisque vous devez de l'argent et ils voient dans leur comptabilité parce qu'ils ont un doigt de regard chez vous, que l'argent y entre et que vous l'affectez ailleurs, ce n'est pas le gouvernement. Quand vous tapez dans ce pays 13 millions de francs CFA de salaire, parce que vous avez dit que vous appelez NS du Cameroun, mais vous venez signer votre contrat en tant qu'Américain, il y a un problème
de déontologie, de morale. Et moi, je suis farouchement opposé à ça. Et c'est votre État qui l'accepte. Justement, je vous dis que je suis lucide dans ce que je dis. Et le problème qui surplombe Cameco, le grand frère, il a parlé de politique en général. Mais moi, je dis en profondeur, c'est quoi? Les enfants d'eux qui sont à Cameco. Maintenant, l'enfant d'eux peut être recruté dans une entreprise parce qu'il est aussi camerounais. Mais s'il a la compétence qu'il faut, laissons-le là. Les effectifs pétroliques à Cameco. Ouais. On a 3 aéronefs qui volent, 2 qui volent pour 900. Là-bas, c'est pas normal. Les salaires faramineux de ceux qui sont là. Et Nes Dikoum qui a 13 millions, ce n'est pas normal. Si vous êtes camerounais, et c'est la faute c'est la faute c'est ma faute à moi. Il pouvait refuser. La troisième chose, il n'a pas embauché. Non, excusez-moi, c'est bien. Vous voulez laissez-moi finir. Ne trompons pas. S'il vous plaît, ne confinez pas le débat entre pro et anti-Dikoum. Je suis en train d'expliquer ce qui surplombe le truc. La même ne parlez pas de son salaire, c'est pas le salaire d'un Ce salaire est accepté par votre gouvernement que vous défendez. Ah bon, quand vos journalistes parlaient des salaires des autres DG, c'est qu'ils content de publier cela. Mais quand on parle de celui qui se montrait, ce n'est pas normal. Ce que je dis, c'est que pour une entreprise qui n'arrive pas à faire des chiffres comme il faut, on doit aussi revoir le salaire, le traitement salaire de certaines personnes. Peut-être qu'il était plus élevé. Je ne sais pas. Pour finir, à ce qui me concerne, la mainmise de l'État dans le fonctionnement de Cameco est à sa place au niveau du pouvoirement des fonds. Maintenant, au niveau de la gestion, moi je tiens à dire que le manager responsable, le premier, qui est M. Dipendi qui arrive, a ses entrées de gauche à droite. Et c'est ça, dans le monde, au monde de la finance internationale, de la compétitivité, le carnet d'adresse joue. À partir du moment où celui qui est censé représenter l'actionnaire en termes d'entité, qui était la présidence de la République au niveau du conseil d'administration de Cameroun, donc qui devient la personne, que vous ne soyez pas de sainteté, il y a un problème. À partir du moment où votre ministère de tutelle technique, le ministère des Transports et le taux de management de l'entreprise ne marche pas, il y a un problème. Aujourd'hui. Et pourquoi il ne marche pas? Parce que c'est des problèmes d'ego entre personnes. C'est un problème qu'il faut mettre de côté. Vous savez ce qui s'est passé en avril? Aujourd'hui, on Vous savez ce qui s'est passé en avril? Aujourd'hui, le vol Marois-Douala. Le vol Marois-Douala, ce qui s'est passé? Mais on dit la même chose à ces années. C'est-à-dire, c'est aux responsables de l'État du Cameroun qui viennent prendre Cameco. Moi, je suis par exemple pour qu'ils payent leur billet d'avion. Et que même s'il faille, à un moment donné. Oui, mais sur l'arène, le directeur général Dikoum a dit que depuis qu'il est là, tout le monde paye. J'ai dit ici tout à l'heure que M. Dikoum a fait un travail extraordinaire. Il a dit à ma première prise de parole, j'ai dit on ne l'a pas remplacé. C'est une succession. Ça veut dire qu'il a fait un travail. Non, il a fait un travail sur lequel on ne peut pas jeter aux orties. Les autres viendront suivre le travail. C'est vous qui ne voulez pas m'écouter. Mais je dis à un moment donné, il ne faisait plus face avec le plan qui était proposé, avec ses différents partenaires avec qui il devait travailler. Peut-être politiquement, entre guillemets, ils ont surplombé son travail, ils l'ont plombé pour le remplacer. Aujourd'hui, ceux qui dirigent au niveau du top management et celui qui est dans l'État semblent s'entendre tous les trois. C'est-à-dire, on a le ministère de tutelle, du transport, qui semble s'entendre avec le directeur général, qui vient de la présidence, qui est l'actionnaire principal, le représentant de l'État, et le DGA, qui vient de la base. Parce que les employés se reconnaissent à ce DGA-là. Mais vous parlez de la même personne. On estime, c'est-à-dire l'État du Cameroun. Non, c'est l'État du Cameroun. C'est le propriétaire. C'est ça, effectivement. C'est l'État du Cameroun. C'est l'État du Cameroun en tant que propriétaire ne se comporte pas bien. Vous-même, vous avez dit tout à l'heure que l'État hésite. Quand il voit que quelqu'un ne gère pas, l'État n'hésite pas, il décide. Il a décidé normalement le propriétaire n'hésite pas. Il a mis de côté. En management, on prend des décisions et on est dans un domaine. Je le répète, je crois que l'un des domaines au monde où il y a le plus de normes, c'est le domaine de l'aéronautique. Ça devrait donc être le domaine le plus facile à gérer. Je suis d'accord avec lui qu'on peut le gérer. Parce que quand vous avez des normes, vous n'avez qu'à les suivre. On ne vous demande pas d'inventer quelque chose. Même le personnel navigant commercial n'invente pas ce qu'il dit. Il a une brochure en situation de ceci, vous lisez ici, en telle situation, tout est très précis là-dedans. Donc en réalité, ça devrait être facile à gérer puisque les normes sont établies.
On vous dit quand vous avez tel nombre d'aéronefs, voici la distance de chaque aéronef après tel nombre de rotations. Il faut aller faire la maintenance. Vraiment, quand vous appliquez ça de façon rigoureuse, vous n'avez pas de problème en principe. Mais le problème, c'est quoi? C'est que le propriétaire, personne, je le répète, tout le monde se dit c'est l'argent de l'État. Et dans notre culture, l'argent de l'État ne finit pas. Quand vous dites qu'il faut renflouer, moi, citoyen camerounais, je vous dis, vous prenez ça où? C'est l'investissement. Vous prenez ça où pour renflouer comme ça? Je crois que c'est de ça que je parle. Quand je disais que, écoutez, l'essentiel pour nous, c'est quoi? Avoir une compagnie aérienne qui marche. C'est ça l'essentiel. Et nous savons tous que quand l'État touche à quelque chose, surtout un secteur qui exige cette rigueur, que ce soit dans l'agriculture, dans la, je sais pas moi, l'aéronautique, n'importe quoi, qui exige, n'est-ce pas, cette rigueur. C'est pas dans le secteur public camerounais qu'on retrouve cette capacité de gestion rigoureuse. C'est difficile, presque impossible. Donc, c'est là où je suis d'accord. Enfin, c'est là où je suis d'accord. Parce que, mais j'aimerais bien, je veux que ce monsieur réussisse. Monsieur Ndjifendi, je veux qu'il réussisse. Parce que sa réussite sera la réussite de ce pays. Tout à fait. Mais la réalité, enfin, quand je pense à toutes les sociétés que notre État a eu à gérer, à toutes les sociétés, sans exception. Bien sûr, ça n'a pas marché. Tradex marche. Comme ils disent. La SNH marche. Oui, en apparence. Ça appartient à qui? Non. Enfin, c'est pas... L'État est actionnaire majoritaire. Oui, pas tout seul. C'est pour ça que je parle. Ne confondez pas privatisation et ouverture du capital. Non, je dis ceci. Si ça peut marcher, c'est tant mieux. Si ça peut marcher, c'est tant mieux. Ça va marcher. Donc, je l'espère et je souhaite. Mais l'expérience que nous avons eue jusqu'ici avec, et je pense à tout de la Soturc, c'est ce qui me revient à l'esprit rapidement, mais l'ONCPB avec Mideviv, Cameroon Airlines, Maïtur, la SIC, Société immobilière du Cameroun, qui devait changer le visage de nos villes aujourd'hui. Maïtur, quand on avait créé ces trois-là, Maïtur, SIC et Crédit Foncier, ça devait changer le visage de nos villes. Ça n'a jamais marché comme il fallait. Non, on peut continuer à citer. Donc, saisissons, enfin, il faut que le Camerounais accepte aujourd'hui que quand il s'agit de la gestion de la chose publique, ça ne marche pas. Si acceptons cela et voyons comment corriger, n'est-ce pas? L'essentiel aujourd'hui pour nous, c'est d'avoir une compagnie aérienne qui marche. C'est ça l'essentiel. Est-ce qu'on peut le faire? Oui. Si la réponse est oui, c'est tant mieux. Si la réponse est non, qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger? Mais je merci à Alain Sage. Bonsoir, Cédric Nouffelé. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir à vos invités. Nous sommes mardi. Au menu ce soir, Cédric. Ce soir, le gouvernement, sur le banc des accusés, s'explique devant une communauté internationale très critique à son égard. Le pouvoir de Yaoundé déclare que ce sont les sécessionnistes qui sont à l'origine de l'aggravation de la crise anglophone. Ils jurent la main sur le cœur que le processus de dialogue est en marche depuis le début de la crise anglophone. Vous suivrez dans ce journal le ministre des Relations extérieures donner le point de vue du gouvernement sur l'enlisement de la crise anglophone. Et au-delà de cette situation préoccupante, le ministre met en garde des Camerounais qui continuent de contester l'élection du président de la République en 2018. Vous l'écouterez dans ce journal. Et au moment où le ministre fait savoir que la situation n'est pas aussi grave que le prétendent des organisations internationales, l'on constate que les sous-centres d'examen du DCE
ont vu les effectifs quadrupler dans la région de l'Ouest, dans le littoral, mais aussi dans le nord du Cameroun. Et un scandale est déjà observé dans ces examens. Ils sont nombreux, des candidats qui n'ont pas été admis en salle d'examen, candidats au DCE, Advanced et O-Level, et pour cause, leur nom ne figure pas sur les listes. Pourtant, ils disent avoir payé les frais d'inscription aux examens. S'agit-il d'une arnaque ou alors d'un dysfonctionnement dans l'organisation de cet examen? C'est l'enquête du 20h à suivre dans ce journal. Serge Alain. Voilà, Cédric Nouffelé va donc développer pour nous tous ces titres dans le 20h qu'il va présenter, comme tous les mardis. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités. Place tout de suite, madame, monsieur, à la pause. Journal. Retour sur le plateau Equinox Soir, toujours en compagnie de Georges Semin, Charles Mongué-Mouyemé, Charles Elisan et Eric Tchindjé. Eric Tchindjé, nous avons la chance de vous avoir aujourd'hui. La crise, vous dites que la crise a trop duré. Si vous aviez ce moyen-là de la faire arrêter, cette instance-ci sur ce plateau, vous le ferez. Absolument, Serge-Alain. Je suis venu ici de la cathédrale où j'ai rencontré, j'ai passé quelques moments avec le cardinal Toumi. Qui est derrière, avec d'autres, derrière la conférence générale anglophone. En fait, oui, il y a une initiative qu'il espère toujours pouvoir organiser. Mais lui, comme moi, on vit très mal, n'est-ce pas, cette situation. Qui est réelle, et je suis vraiment désolé quand les gens disent qu'il n'y a pas une crise humanitaire. Je ne veux pas, relations extérieures. Oui, je ne veux pas contredire le ministre qui d'ailleurs dit, et je le soutiens quand il dit qu'il faut avancer, il faut pas reculer, il faut pas qu'on s'attarde sur les résultats de l'élection. Oui, des élections. Contestation. Ça n'aide pas, ça ne sert à rien aujourd'hui, mais je crois que c'est le moment de réunir nos efforts, soutenir le président en place. Je crois que même le professeur Kanto est prêt à le faire, je crois, dans les conditions idéales. Donc c'est le moment de mettre cette crise au centre de nos préoccupations, du gouvernement et d'autres. Je crois que quand le monde entier se retourne commence à s'intéresser à ce qui se passe au Cameroun à cause de cette crise, c'est le moment vraiment que les Camerounais se mettent ensemble pour, au lieu de discuter mais qu'on trouve des véritables solutions à ce problème. Et à mon avis, je l'ai toujours dit, il faut qu'on se mette autour de... Enfin, c'est pas seulement... Enfin, on parle du dialogue, hein, mais pour moi, c'est question de faire en sorte que chacun puisse rentrer dans sa conscience pour voir d'abord quel Cameroun nous voulons, et est-ce que dans cet état de choses, ce pays que nous aimons et que nous voulons, peut émerger. Je ne crois pas. Nous ne pouvons pas avoir... je ne vois pas... Il y a très peu d'investisseurs qui peuvent s'intéresser à un pays qui est dans l'état actuel des choses au Cameroun. Donc pour plusieurs raisons, même ceux qui ne sont pas directement touchés par la crise, je crois qu'en tant que Camerounais qui aiment le pays, qui aimeraient voir ce pays émerger, c'est le moment vraiment de faire quelque chose. Okay. Et j'espère que nous tous, ceux qui sont ici sur ce plateau et ceux qui sont dehors, qui nous suivent, que chacun se pose la question et voit dans quelle mesure ils peuvent contribuer, n'est-ce pas, à la recherche de solutions. Et Charles Elisan, toujours dans cette sortie d'Eric Tchindjé, il interpelle les belligérants, les deux camps, qu'il faut stopper le massacre. Oui, nous qui étions... C'est un discours lucide quand même. Nous qui étions tout petits quand on le voyait avec le grand Charles Debout dans le journal Bilingue, c'était ça à l'époque, TV. Vous savez, il y a des gens qui sont comme des modèles, qu'on a suivis. Je vois le regard que vous avez aujourd'hui quand il est entré. Et Cédric Nouffelé, quand il a fait le signe, Cédric Nouffelé comme ça, il était tout joyeux. Chez vous, les journalistes, vous reconnaissez en lui cet aîné-là qui a... Même chez nous, même dans la politique que je fais, dans ce que nous faisons, nous avons des aînés que nous prenons comme modèle. Ce que j'ai aimé à M. Eric Tchindjé dans sa sortie, c'est qu'il n'a pas fait dans la sélection.
Parce que nous avons ça dans ce pays, c'est que les gens oublient souvent à un moment donné qu'ils sont d'abord Camerounais et ils disent je suis d'abord de tel parti, je suis de telle obédience et je ne tire que sur l'autre. Il a demandé aux deux partis, aux deux mises en cause, de travailler ensemble dans le processus de ramener la paix dans ces deux régions. Il a exhorté les pouvoirs publics de libérer ceux qu'il estime qui peuvent aussi être des acteurs principaux dans la recherche de la pacification de ces deux zones. Il a demandé aux belligérants en face de déposer les armes. Maintenant, moi, ce que je voudrais ajouter à mon cher René, c'est que vous avez un carnet d'adresses assez fourni. Vous êtes anglophone, vous êtes écouté dans ce milieu. Je souhaite que ceux qui, de l'autre côté, financent cette opération, que vous leur parliez, que vous leur dites que ce n'est pas bon, que leur aide qui pourra apporter, ce n'est plus de financer nos jeunes frères, nos jeunes sœurs qui prennent les armes contre la République. Et comme vous avez rencontré le président Kadia qui s'est Toumi, essayez aussi de rencontrer ceux qui sont sur le gouvernement parce que vous êtes une voix qui porte. Le travail que vous faites, nous sommes prêts à vous accompagner. Moi, à mon jeune âge et mon petit niveau, dans ce que vous faites, c'est ça qu'on veut dans ce pays. C'est là qui n'ont pas une sélection dans le choix des partenaires, des belligérants, et qui disent donc non, travaillons ensemble pour trouver la solution. Ça, je vous encourage, je vous dis merci pour avoir eu cette lucidité. Et je suis surpris, si je ne vous le dis pas, c'est un menteur, que vous ayez eu cette lucidité-là. Parce que j'étais sûr que vous allez dire que Longom. Là, monsieur Etienne Desjona, chapeau. Merci beaucoup. Un autre Charles Monga-Mouyeme, sur cette sortie d'Éric Tinguier, il pense que ça a trop duré. Oui, un Camerounais normal pense que chaque jour est un jour de trop à ma période de guerre. Chaque blessé est un blessé de trop, chaque mort est un mort de trop. Chaque personne qui quitte sa maison à errer dans la nature comme ça, sans destination, c'est le Cameroun qui est profondément touché. C'est pour ça que moi, quand cette crise commençait, j'avais fait un petit papier dans mon blog où j'avais dit qu'il faut qu'on se taise. Qu'on apprenne parfois à se taire. Parce que vous savez que l'une des choses qui envenimait cette crise, c'était l'arrogance langagière. On dit des choses de méchanceté. Je soutiens, je suis méchant contre l'autre. Je dis des choses méchantes, dures. Mais vous savez comment ça résonne dans les populations? C'est mal perçu. Personne ne s'occupait de la perception. Et c'est ça le problème. Moi, je pense que ce qui ressort dans ce que M. Éric Tinguier disait tout à l'heure, c'est cette humilité. C'est cette humilité. Ce n'est pas qu'il n'a pas le courage de prendre position. Non. Mais il dit, je suis un humain. Donc, le jour où vous naissez, vous êtes condamné à mort. Pourquoi abréger nos vies? Est-ce que ce n'est pas la chose la plus stupide d'abréger la vie alors que tu vas mourir? Que tout le monde va mourir. Moi, je dis, on est la génération, nous sommes la génération des humains, certainement la plus stupide qui soit. Mais nous sommes condamnés à mort le jour de notre naissance. Mais laissons la nature faire. Mais nous prenons sur nous, non, lui, il ne doit pas vivre, je le tue. Je dis, voilà, il a dit, c'est une humilité. Moi, je l'ai toujours pensé, qu'il faut arrêter avec l'arrogance. Ce n'est pas une bonne chose dans cette situation-là. Les gens sont devenus spécialistes. Ils sont passés, il aurait pu dire, je suis un grand journaliste internationaliste, j'étais à l'ONU, j'ai fait ceci, je peux vous dire ça. J'ai vu des gens sur les plateaux insulter le Monseigneur Toumi. Vous vous rendez compte que quelqu'un se lève à cet âge-là, ou qu'est-ce qu'il a encore à perdre? Il dit, malgré mon âge, je veux apporter quelque chose. Les gens disent, oui, ce prêtre-là, il est corrompu, il fait ci. Comment, en situation de guerre, vous pouvez tenir ce type de propos? Moi, je pense que ce qu'il fait, c'est ce qu'il doit faire avec sa réputation. Quand on a de la réputation, quand on a une image, c'est à ce moment-là qu'il faut l'utiliser au service du pays. Et l'utiliser au service du pays, c'est être très humble et dire l'essentiel. Dire l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'on arrête d'abord que les gens ne meurent plus parce qu'un Camerounais n'aime pas l'autre. Arrêtez d'abord ça. Stop. Ok. Éric Tinguier dit également que la batterie, entre guillemets, de mesures prises par le gouvernement s'avère insuffisante.
pour régler la crise. Je partage tout à fait son point de vue, puisque les mesures qui ont été prises jusqu'ici sont des saupoudrages administratifs. On a vu la création de la Commission nationale du bilinguisme et du multiculturalisme. On a vu la mise en place d'un comité DDR. Il y a eu également un plan d'urgence qui a été initié par le gouvernement pour apporter certaine assistance aux sinistrés de cette crise. Mais ça relève de l'administratif. Et je pense que la majorité des Camerounais aujourd'hui... Je vous arrête. Le ministre des Relations extérieures dit qu'il n'y a pas de crise humanitaire. Non, dans ses propos, il a évoqué un certain chiffre qui est quand même assez parlant. Il y a des milliers de Camerounais qui sont déplacés en interne et également à l'étranger. Ça devrait préoccuper ce ministre qui pense qu'il n'y a pas de crise humanitaire. La crise humanitaire existe, elle existe bien. Et je pense que les mesures qui ont été prises par le gouvernement camerounais ne suffisent pas à la juguler. Il y a quelques points positifs. Certes, on assiste à la distribution des matelas, de quelques biens, mais je crois que c'est insuffisant. C'est la raison pour laquelle il y a certains observateurs qui pensent qu'on devrait impliquer les Nations Unies dans des solutions à apporter dans la crise humanitaire. Mais il transparaît également dans le discours de M. le jeune Belambela que lui, il opte plutôt pour la solution camerouno-camerounaise et appelle simplement la communauté internationale à apporter de l'argent pour trouver des solutions, mais également à poursuivre les activistes qui sont dans les territoires internationaux et qui gênent sérieusement l'État du Cameroun. Il y a bel et bien une crise humanitaire et je partage tout à fait ce point de vue du doyen qui dit que ces mesures sont insuffisantes parce qu'elles sont administratives. Et je pense qu'il est grand temps d'aller dans un sens plus positif, j'allais dire plus politique. Pourquoi pas en ouvrant un dialogue, quelle que soit la forme de ce dialogue, parce que aucun Camerounais aujourd'hui ne peut être content de voir la boucherie humaine qui se déroule en région anglophone. Personne n'est content de voir ces milliers de déplacés. Personne n'est heureux de voir qu'il y a des destructions de biens publics. Donc, je pense que la question fondamentale ici, c'est de décrisper un peu l'atmosphère et que les deux parties arrivent à faire des concessions. Un camp, le camp gouvernemental, pense qu'il peut mater la rébellion, puisqu'il s'agit d'une rébellion. Il peut mater la rébellion par la voie armée. Et de l'autre côté, la sécession pense qu'ils vont finalement obtenir la sécession. Non, je pense que les deux camps devraient plutôt apporter des concessions. Enfin, pourquoi pas d'entamer la voie du dialogue, puisque l'une ou l'autre voie aujourd'hui ne peut apporter des solutions très efficaces. Vous avez parlé du dialogue, et là, Éric Ndiaye, vous saluez la tournée du Premier ministre John Kouté dans le sud-ouest, le nord-ouest d'abord et le sud-ouest. Oui, absolument. Moi, je trouve que c'était un bon début, hein, mais ce n'est que ça, ce n'est qu'un début. Oui. Maintenant, il faut qu'il y ait des actions beaucoup plus concrètes, que les uns et les autres posent, aussi bien le gouvernement que ceux qui nous soutiennent dans la recherche de la paix au Cameroun. Éric Ndiaye, vous êtes journaliste. Lorsque le Premier ministre fait cette déclaration et que quelques jours après, Paula Tangandi, le ministre de l'administration territoriale, sur France 24, va dire que la forme de l'État n'est pas. C'est-à-dire c'est le discours qu'on a suivi au début de la crise. Et que ça revienne comme ça. Comment vous êtes senti? Oui, je suis sûr qu'il s'est trompé, tout simplement. Qui s'est trompé? Celui qui a parlé qui a contredit, n'est-ce pas, son chef? Ah, il s'est trompé? Forcément. Forcément. On doit trouver une solution à ce problème. C'est pas... En fait, ce qui est contesté, c'est le fait que le gouvernement, le peuple, le bas peuple, le citoyen ne ressent pas la présence du gouvernement dans sa vie. Plus on s'éloigne de Yaoundé, moins on ressent le gouvernement. C'est ça le nœud de ce problème. Donc la décentralisation réelle, le fédéralisme peut-être, et je ne sais pas s'il y a d'autres systèmes, s'impose. Et c'est donc de cela que le Premier ministre parlait. Mettons tout ça sur la table et discutons. Alors si un individu se lève pour dire le contraire, peut-être, je suis convaincu, il s'est trompé. J'aime bien, vous savez, vous pouvez dire à une jeune femme, toute mignonne, qu'elle est laide. Elle peut accepter avec les mots que vous utilisez. Monsieur Éric Ndiaye a parlé de la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest avec ses mots.
Oui. Et vous voyez qu'il est en train de faire ce qu'on appelle... il amène tout le monde à converger vers lui. Par contre, les mots que M. Georges a utilisés sont plus durs. Ça nous fait plutôt revenir vers l'aspect du blocage. Évoluons dans la pensée. Joël Chevronnet, comme il a dit, a parlé avec ses mots à lui, utiliser les mêmes mots. On n'est plus dans la gestuelle du je. Quand j'ai fini de dire ça, je veux dire ici que j'aime aussi le fait qu'il trouve que le ministre Atangandi s'est trompé. Voilà donc les paroles qui vont vers l'apaisement de la situation. Vous aurez eu un autre journaliste ici qui vous aurait dit Atangandi c'est un fanfaron, c'est un gars qui doit aller à une belle, c'est un bandit, c'est ceci et cela, et opposer le Premier ministre à son principal collaborateur au niveau de l'administration territoriale du pays. Ce que je pense, c'est que Atangandi a dit ce que le Premier ministre pensait et ce que le président pense de la forme de l'État, mais avec ses mots à lui. Les mots de celui-là qui est terre à terre, les mots de celui-là qui n'a pas de diplomatie. Ça veut dire la même chose? Moi j'ai compris comme ça là. C'est-à-dire, le président de la République, dans son discours d'investiture, dans sa prise de parole annuelle, dans son dit, j'ai été élu avec un programme de société qui parle de la décentralisation, État unitaire décentralisé. Les Camerounais m'ont lu avec ce programme, je ne me dévorais pas, je continue avec ce programme. Maintenant, la Constitution parle de cette forme de l'État. Pour lui, Paul Biya, légaliste jusqu'au bout des doigts, estime que c'est cette forme-là qui pourra faire mieux pour les Camerounais. Il faut plutôt l'accélérer. Il a dit l'accélérer et peut-être le fédéralisme plus tard. Pourquoi pas? Peut-être, mais pour le moment, accélérons d'abord la décentralisation, on voit comment on travaille la décentralisation et on verra plus tard pour les autres. Donc c'est le PM qui s'est trompé. Le Premier ministre est venu dire, le président est venu envoyer pour lui dire, on va parler de tout, sauf de la sécession et de la séparation. Parce que le Premier ministre a dit, il ne s'est pas trompé. Il a dit à ses mots ce que le président a dit. Maintenant, Atangandi est à la France 24, d'abord journaliste, journal, excusez-moi, média purement français, lui qui est d'obédience anglophone, aurait peut-être pu s'exprimer en anglais, une autre chaîne anglaise et dire peut-être autre chose. Il a parlé en français et il a dit on ne parlera pas du fédéralisme. Attends, moi j'estime qu'il a dit la même chose que les autres, mais sauf que dans sa sortie, ça crée quelque chose. Mais il a dit avec ses mots à lui. Parce que quand un ministre dit vous avez retrouvé vous ici et savait, c'est inédit pour un ministre de l'administration territoriale, il a ses mots à lui avec lesquels il s'exprime. Il est terre à terre, j'estime que c'est ça, mais à ce qui me concerne, allons vers l'essentiel, asseyons-nous, causons, parlons. Et on a déjà un porteur de parole à l'international qui est M. Éric Tindjé. Et je continue à dire qu'il y a un carnet d'adresse parce que cette résolution viendra avec le concours de l'étranger. Et quand je dis de l'étranger, de nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté, nos amis qui sont de l'autre côté, et les carnets d'adresse comme ceux d'Éric Tindjé vont devoir jouer. On n'est pas au cadre dans ces autres institutions financières si on n'a pas un carnet d'adresse fourni. Et beaucoup de ceux-là qui financent nos frères et sœurs sont là-bas. Donc je continue à lui dire, il faut y aller. Vous avez raconté le grand cardinal Chrysanthème, raconté aussi le Premier ministre, raconté les autres ministres, les autres, essayez d'avoir les sons de cause des différents partis. Et dites-nous aux Camerounais, nous qui vous savons ce que vous pensez. Ok, malheureusement on arrive au thème. 30 secondes chacun pour le mot de la fin. Oui, moi, comme mot de la fin, je dirais simplement que il faut qu'on tienne compte de la perception du peuple. On ne tient pas assez compte de ce que le peuple reçoit comme message. Quand vous êtes à de hauts postes de responsabilité, vous ne parlez pas pour vous. Vous parlez et il y a un feedback. Donc vous devez d'abord tenir compte du feedback avant même de parler. Or, au Cameroun, on ne le fait pas assez. Et je pense que c'est ça qui envenime les crises. Et la dernière chose, c'est que quand vous appelez quelqu'un sécessionniste, un Américain ne peut pas être sécessionniste au Cameroun. Ça veut dire que vous reconnaissez qu'il est Camerounais. Donc vous pouvez discuter avec lui. Et ce que j'ai vu le ministre des Relations extérieures faire, il n'y a pas que la communauté internationale qui se plaint. Les Camerounais se plaignent. J'aimerais voir une réunion comme ça avec les Kawala, les Anissé Kane, les John Fundi, avec le ministre, parce que les Camerounais se plaignent, les ONG camerounaises. Je n'ai jamais vu une assise comme le mini-ONU qui vient de ces gens. On peut faire moi je dis donc il faut une assise avec l'opposition du Cameroun, la société civile, etc. Je ne parle pas de le dialogue encore. Je dis les gens qui se plaignent, il les a réunis pour leur expliquer, mais qu'il explique aussi aux Camerounais. Bien, je crois que
le processus de dialogue engagé avec la dernière visite du Premier ministre sur le terrain. Et on espère que cette visite va tenir la promesse des fleurs. Nous sommes un tout petit peu désolés de ce que il y a eu à une certaine époque de cette crise des positions extrêmement tranchées. Et si on était compris, je crois que le gouvernement n'aurait pas perdu assez de temps pour envoyer aujourd'hui sur le terrain avec ce discours, ce nouveau discours du Premier ministre Dion Témé. Je crains une chose, parce que dans le discours de M. Jolofène Bélamela, il a dit que le dialogue n'était pas un événement, que c'était juste un processus. C'est dans le discours. Je ne sais pas si vous l'avez parcouru. Il a dit que le dialogue nous sommes suivis par les Camerounais. était un processus, mais ce n'était pas un événement. Nous espérons, suivez les pas de votre aîné, s'il vous plaît. Nous espérons simplement que toutes les parties reviendront à de bons sentiments, et afin que le dialogue qui va certainement s'engager dans les prochains mois sera un dialogue lato sensu qui va concerner non seulement les acteurs de la crise post-électorale, mais également les acteurs de la crise anglophone, afin qu'on passe peut-être, pourquoi pas, à un système électoral amélioré, mais également à un système de gouvernance dans les régions anglophones plus sophistiqué que celui qui existe actuellement. Au mot de la fin, M. Eric Tindjé, vous avez beaucoup changé, c'est bien. Bravo. Voilà, Eric Tindjé, pour votre mot de la fin. Tout simplement, j'invite nos députés, nos sénateurs, de finalement mettre ça sur leur agenda de la prochaine... La crise anglophone. La crise anglophone ou la crise camerounaise. Oui. C'est une crise chez nous. Cameroun est en crise. Ah oui, c'est le pays, c'est pas une crise anglophone en tant que telle. Donc, j'aimerais que les sénateurs et les députés mettent ça comme le premier sujet de la séance qui commence le mois prochain. Votre ami Paul Biya vous écoute. Je l'espère. Merci cher monsieur d'être venu. Merci Charles. Merci Georges. Merci Charles aussi. Merci Eric Tindjé. Merci. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition Equinoxe Soir. Toute l'équipe, conduite par Séverin Chouban, vous donne rendez-vous demain 19h, 23h GMT, c'est la rediffusion. Il sera minuit à Santa. Ah ouais.